Jérôme Méry est avec nous, agent spécialisé dans les transferts ici en MLS. Salut Jérôme. Salut, enchanté. Ah, The King of New York, il paraît. Ah bon? Depuis hier, j'ai appris. Moi, Jérôme Méry, à New York, tout le monde le connaît. Moi, je suis arrivé On en essaie. ville, on m'a dit, vas-y, retrouve Jérôme. Voilà. Pas du baratin, Ce que d'ailleurs. tu as fait d'ailleurs. C'est lui qui a les clés Ce que de j'ai tout. Ouais, Voilà. Tout le monde le connaît. T'es pas venu seul. Tu es venu avec Fred Lipka, qui est directeur technique de la MLS chargé du développement des jeunes. Bonjour à tous. Bonjour. enchanté. Salut Fred. Alors, Mais tous les jeunes qui sont MLS, ils passent par toi. Comment c'est Non, Parce que le titre est quand même un peu lourd. Hein. Je supervise le travail des académies et notamment la formation des coachs, Oui. des entraîneurs et aussi les compétitions de jeunes. C'est un vrai, Aussi, c'est un vrai gros sujet. Hein. C'est un vrai gros sujet. Un vrai gros C'est- sujet parce qu'il y a du travail et des progrès à faire même dans ce domaine-là. Les progrès ont été faits. On part de très très loin, Ouais. puisque bien sûr la formation des jeunes, vu le système et la culture américaine, repose essentiellement sur les collèges et les universités. Donc les académies ont été fondées il y a 15 ans. Donc on est très jeune par rapport à la France où les centres de formation sont apparus dans les années 80. Donc on part de très loin, mais on essaie de parcourir le chemin à vitesse grand V. Et je pense que les progrès qui ont été faits, notamment les 10 dernières années, avec des joueurs qui ont été en Europe, avec Alphonso Davies, des joueurs comme Ricardo Pepi à Eindhoven, Aronson. On a beaucoup plus de joueurs qui sont prêts jeunes, alors qu'avant ils sortaient des collèges à 22-23 ans. Aujourd'hui, on essaie de rattraper pour être dans le concert international. Et les progrès ont été faits grâce à la France. Il faut en parler quand même. Alors, en partie grâce à la France, parce qu'on a fondé il y a 12 ans aujourd'hui, en 2013, un partenariat sur la formation des coachs, et on a formé aujourd'hui environ 120 coachs qui sont dans les académies, dans ce qu'on appelle les académies, c'est les centres de formation, et qui sont soit directeurs d'académie, soit ils sont bien sûr entraîneurs d'équipe, mais ils sont aussi entraîneurs d'équipe première. Wilfried, que vous allez avoir, faisait partie de la première génération de coachs formés. Greg Vanney, qui a été champion l'année dernière avec les Galaxy, était aussi partie de cette génération de ce qu'on appelle, c'était un peu les cobayes, puisque ils étaient venus à Clairefontaine. On a fait sous la responsabilité de la FFF, de Jean-Claude Gentini et de M. Lambert, qui était en charge de la formation à l'époque. On avait été la première promotion qui avait connu ce choc des cultures. Et aujourd'hui, Mais ce serait quoi l'idée? C'est que de jeunes Américains viennent jouer en Europe ou viennent jouer en France? L'idée, c'est de développer des meilleurs jeunes. Donc, parmi les meilleurs jeunes qui vont jouer, et plus tôt et plus jeunes, certains vont bien sûr être transférés et si possible aussi améliorer la capacité à avoir un retour sur investissement en promouvant nos meilleurs joueurs, nos jeunes joueurs en Europe. Mais c'est aussi surtout d'améliorer le championnat local par des joueurs mieux formés, plus jeunes, pour améliorer la base. C'est ça le nerf de la guerre, à mon avis. Parce que pour avoir un peu étudié le dossier, c'est que effectivement, il y a sans doute des progrès, mais finalement, il y a deux choses qu'on peut développer. C'est à la fois des bons joueurs locaux pour, comme tu l'as dit, aller dans des clubs locaux et que les gens s'identifient à eux, et l'équipe nationale. Parce que finalement, le gros souci au niveau mondial, pour rayonner, c'est que l'équipe nationale performe. Et si tu n'as pas tes joueurs vraiment américains bons, qui ont le niveau et qui, effectivement, peuvent s'exporter pour aller se frotter à d'autres championnats, ça ne marche pas. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, ça a sans doute beaucoup progressé. Mais à l'heure actuelle, quand même, le vrai souci pour les États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire que et tu l'as dit, moi, à mon avis, le nerf de la guerre, c'est les coachs, c'est les entraîneurs, avant même les joueurs. Parce que si le problème tactique, notamment, qu'on a souvent évoqué sur les joueurs américains et les jeunes joueurs américains, qui est de en gros, pas jouer avec les autres, quoi, de faire un foot qui est finalement le foot que tu joues quand tu joues un peu tout seul, sans formation. En fait, là, effectivement, tous les coachs formés vont aider à avoir ce QI foot, cette culture foot qui a peut-être manqué un peu aux États-Unis. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Nous, on veut essayer avec la MLS de ne pas compter seulement sur les transferts des joueurs qu'on va acheter à prix fort. Et l'inflation fait que ces transferts deviennent de plus en plus coûteux, et de former nos joueurs pour essentiellement mettre des ressources sur les joueurs qui vont apporter un plus. Ça paraît, et la France en est l'exemple, ça paraît des fois assez peu pertinent d'acheter des joueurs alors qu'on a des jeunes en France qui sont marrant parce que ou aux États-Unis. Alors, il faut quand même se poser la question parce que où on est non seulement la MLS mais également l'équipe nationale. À l'occasion de ce mondial des clubs, on voit il y a des clubs de la MLS. Alors paradoxalement, celui qui pour l'instant fait meilleure impression, c'est celui qui est invité, pas celui qui s'est qualifié. Donc l'Inter Miami qui a gagné son dernier match et dont on parle évidemment toujours plus parce qu'il y a Messi. Et l'équipe nationale,
ici, de ce que j'ai entendu, elle est à un moment où c'est peut-être la moins forte des sélections depuis 10-20 ans. Donc, à quel moment charnière on est de l'histoire, alors qu'on est à 1 an de la Coupe du Monde, que évidemment le tirage au sort va probablement faire que, comme tous les pays organisateurs, il y ait petit cadeau pour favoriser le passage en 8e. C'est pas toujours gagné, mais bon, le pays organisateur est toujours un peu favorisé au tirage. Mais il est tête de série, c'est pour ça qu'il est un peu favorisé. Exactement. Donc, il va falloir passer en 8e. L'équipe, elle est faible de l'avis de tous ceux qui la suivent. On en est où alors concrètement? Et puis des joueurs américains, bon, à part comme on l'appelle nous avec une pointe d'ironie, mais c'est son surnom, le LeBron James du soccer, Pulisic. Il y a qui en fait? Il y a quoi? Il ne faut pas oublier que sur la dernière Coupe du Monde, l'équipe nationale était une des plus jeunes et est toujours une des plus jeunes du plateau international. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas encore le joueur comme Alphonso Davies au Canada, peut-être pour tirer la locomotive. Pulisic quand même au Milan AC a fait une très belle saison l'année dernière et il s'impose. Mais vous avez raison, l'équipe nationale, on va dire, a plutôt un parcours inconsistant pour l'instant, et on attend tous le déclic pour que cette équipe, on va dire, soit la locomotive de tout un pays, comme l'équipe nationale féminine. En fait, il y a une phase de transition. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le niveau de la MLS aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus homogène qu'il y a 10 ans, où il était vachement hétérogène. On voyait un Thierry Henry, un Marquez jouer avec des joueurs qui étaient de niveau presque CFA, CFA2. Là, le niveau aujourd'hui, il est beaucoup plus homogène. Et effectivement, le travail qu'a fait Fred et la Fédération française de foot pour former tous ces coachs a fait qu'il y a plein de jeunes qui commencent à monter. Et effectivement, ça fait des équipes beaucoup plus homogènes. Mais effectivement, du coup, on s'appuie beaucoup plus sur les jeunes. Et à un moment donné, effectivement, tu as cette phase de transition qui va faire que ton niveau, il est un peu moins fort. Mais dans 3-4 ans, en fait, ces jeunes, ils vont prendre de l'expérience et ils vont devenir forts. Il y a un truc qui pose toujours problème, en fait, et puisque vous parliez de formation, alors c'est peut-être culturel, mais les joueurs américains, même quand ils sont bons, ça va être des joueurs qui courent vite, qui vont percuter, mais on va pas avoir de joueurs qui cultivent un rapport au ballon un peu différent. Le fameux QI foot. Même au-delà du QI foot, le rapport au ballon, le technicien, le joueur un petit peu créatif, ça c'est plus compliqué. Et même dans les pays qui ont une grosse culture foot, dans le nord de l'Europe, où on va dire les qualités étaient souvent la grosse discipline tactique, les courses, la répétition des efforts. Je pense à la Suède, au Danemark. Quand ils ont brillé dans les compétitions, il y avait toujours au sein de ces équipes des joueurs un petit peu plus créatif, même si on pense au Danemark, c'était les frères Laudrup par exemple. À un moment ou un autre, il faut toujours un joueur qui sort un petit peu du lot et qui a un rapport au ballon différent. Parce qu'avoir les 11 mecs qui vont courir 115, 120 km, qui vont présenter une discipline tactique qui va être assez basique, mais qui va pouvoir permettre d'avoir des résultats, ça c'est une chose. Comme vous parliez de formation, c'est pour ça que je parle de formation, de quelle façon on forme les joueurs pour trouver une pépite, un mec un peu différent. Daniel, je pense quand même que c'est pas tout à fait le cas aux États-Unis justement sur cette discipline collective encore. Je pense que déjà avant d'avoir les pépites, et c'est toujours bien d'en avoir, je pense que collectivement justement sur la culture foot, sur la notion du jeu collectif et du fait de courir pour les autres, je pense que par exemple ce que fait le PSG, mais ce que font plein d'équipes, ils l'ont fait, ils l'ont déjà montré, ils ont fait quart de finale de Coupe du Monde. Déjà fait un truc sur ces valeurs-là dont tu parles. Mais c'est pour ça que je dis ça. Tactiquement, c'était une équipe qui était quand même qui jouait beaucoup le contre, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il jouait plutôt bas et le contre. Ouais, mais la vraie différence, à mon avis, pour passer le cap, c'est pour ça que l'exemple du PSG, mais d'autres équipes, c'est pas le PSG qui a inventé ça, mais cette idée de courir pour les autres, de commencer... Mais ça, ils sont capables de le faire. Pas forcément. Mais bien sûr que si. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ce qu'il leur faut, c'est des joueurs... Mais le PSG, s'ils n'ont pas Vitinha, Neves, Dembélé, ils font quoi? Il faut de la technique à un moment, il faut des joueurs de ballon. Tu vas voir, on va demander aux spécialistes locaux, mais je pense que les États-Unis, justement, et l'équipe nationale en est l'illustration, justement, n'est pas encore, même pas à ce niveau-là collectif. Quand elle a réussi à faire des résultats, comme quand elle fait quart de finale de Coupe du Monde, ce qu'on note chez elle, c'est qu'ils sont ensemble, les mecs, ils sont collectifs, il y a une vraie cohésion. En fait,
Quand tu fais quart de finale, Jérôme Méry, il fait ça. Mais il manque tout le temps. Moi, je parlais de la formation. Il manque un peu le mec qui va être un peu. En fait, différent. ça vient de la culture américaine. Bon, déjà, la mentalité, les mecs, c'est des machines. Ça tu le sais. Il y a la culture physique, tu le sais aussi. Ça, ils le font. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sports connus aux États-Unis, c'est le football américain, c'est le baseball, c'est le basket. Et c'est des sports où on t'explique qu'il faut courir comme ça, passer comme ça, faire comme ça. Et en fait, au départ, avant qu'on arrive avec Fred, les joueurs, ils étaient formés comme ça. C'est-à-dire qu'on disait aux mecs, il faut que tu cours comme ça, que tu sentes comme ça. Oui. En fait, ce que Fred a essayé de faire, c'est de déconstruire ça. C'est de dire, au lieu de donner les consignes au mec qui avait le ballon, il donne le consigne au défenseur pour que le joueur, il développe l'intelligence foot pour qu'il y ait de la créativité qui arrive. Sauf que ça, on ne l'a créé ils l'ont fait qu'il y a une dizaine d'années. Donc en fait, tu vas voir des joueurs beaucoup plus créatifs dans les 5-6 prochaines années. Voilà, c'est ça, c'est ça dont je voulais parler. Je reviens d'une compétition à Nashville où on avait nos playoffs et vous allez, je pense, on va voir dans les années, les décennies qui vont venir, des joueurs beaucoup plus talentueux. Mais vous avez raison, vous avez tous raison d'ailleurs. Le joueur américain. Non, mais le joueur américain est plutôt athlétique, super mentalité, travailleur. Ça manque de talent. Pourquoi ? Parce que de manière sociale, on joue pas en bas du building ou on joue pas dans les favelas de Rio. Et là, à un moment donné, ça a des limites. Donc, on est obligé de réinventer un peu la manière de former les jeunes et les coachs. Le bon aspect, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la sociologie fait que en Californie, 49% des gens parlent espagnol. On a un melting pot incroyable, non pas seulement à New York, mais dans des villes comme Dallas, comme Houston, comme Los Angeles, et que aujourd'hui, toutes les communautés qui jouaient aujourd'hui dans des pockets d'immigration, dans des poches d'immigration, veulent faire partie du championnat national. Donc ça va arriver. La deuxième, troisième génération dit aujourd'hui, je veux plus jouer dans mon équipe de quartier, je veux faire partie des championnats, et le foot devient un sport qui est, on va le dire en anglais, bankable, parce que la MLS devient un peu plus, comment dire, elle est aujourd'hui bien installée dans le paysage. Elle n'est pas très visible. Donc pour faire rêver les jeunes, ça va être compliqué. En fait, elle a été visible à un moment donné, et la stratégie a changé un petit peu. Si tu veux, elle a été visible parce qu'à un moment donné, on a dit on amène les Thierry Henry, les Drogba, les Zlatan, les Pirlo et ainsi de suite, parce qu'on veut montrer qu'on est là. Et après, une fois que tu as fait ça, les Américains, ils ont été vachement malins. Ils ont dit, voilà, on va suivre l'économie du sport. On va pas faire des dépenses de fou comme en Chine et comme en Arabie Saoudite. On va suivre un peu le truc et on va être malin. Donc, on va former. Et ils ont mis beaucoup de sous sur la formation. Et maintenant, on va faire revenir un petit peu des joueurs un peu plus connus. Et là, comme le sport est en train de prendre, le foot, c'est quand même le premier sport chez les moins de 15 ans aux US. Nous, on a les Five avec Soccerhoof à New York, ils sont remplis et on a des demandes sur 4 ans, on est remplis, c'est complètement dingue. Donc là, ça commence à exploser et là, ils sont en train de se dire, ok, on va commencer à faire revenir les stars parce qu'on a des équipes plus homogènes et ça va faire plus de sens. Et tu le vois avec l'Inter Miami. Effectivement, tu as 3-4 joueurs, c'est des anciens, c'est un peu la pré-retraite, mais tu vois que avec des meilleurs joueurs, ils peuvent quand même faire des résultats en Coupe du Monde des clubs. Après, justement, c'est intéressant sur deux choses. D'abord, premier constat, c'est que finalement, l'erreur historique qui est de dire on va faire venir des stars. Je pense même à l'époque Beckenbauer, ça a échoué à cause de ça. C'est-à-dire que les stars sont venues, mais alors là, il n'y avait pas du tout la formation et pas du tout le travail que tu peux faire aujourd'hui. Il n'y avait même pas de terrain d'ailleurs. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de sur des terrains qui n'avaient pas des pelouses à l'époque. En plus, mais c'est vrai qu'avant tout, effectivement, les joueurs locaux n'étaient pas formés, donc ça ne pouvait pas marcher. Mais c'est marrant que cette erreur-là, elle soit faite aussi en Europe avec certains clubs. C'est-à-dire que certains clubs passent vers le tout transfert et le tout trading, et puis on oublie la formation. Même le PSG, on va dire, à une époque, et qui revient en essayant de continuer à sortir toujours des joueurs formés. Et puis tous les clubs, moi j'ai beaucoup parlé de Rennes dans l'after, c'est vrai qu'à un moment donné, ils se sont perdus il y a 2 ans, en oubliant, alors qu'ils sont premiers centres de formation en France, en oubliant leur centre de formation. Et donc c'est quand même une valeur évidemment importante et une leçon à tirer pour tous les pays, les clubs évidemment, et les pays comme ici qui veulent se développer dans le foot. N'oubliez pas la base, la formation, les joueurs, les coachs locaux pour arriver à ce qu'il y ait une identification. Ils font l'inverse que ce qui s'est fait en Chine et en Arabie Saoudite. Je vous rappelle quand même qu'ici, quand un garçon ou une fille veut jouer au foot, c'est pas le cas des filles, mais les premiers sports auxquels il va avoir accès, c'est le football américain, c'est le baseball, c'est le basket. Donc, on va dire, il y a une légende qui dit les meilleurs athlètes se dirigent vers
vers ces sports. Ce qui, après tout, est logique. C'est les sports historiques, c'est la culture du pays. Bon. C'est logique. On peut être un très bon footballeur sans un athlète et sans courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ça, c'est pas tellement un problème. Mais sur des postes spécifiques, sur les joueurs excentrés, par exemple, vous avez parlé des joueurs de duel 1 contre 1, on se rend compte qu'on a un déficit sur ces postes-là, alors qu'on sait très bien que pour gagner la Coupe du Monde et faire partie des meilleurs, il faut être très très bon 1 contre 1 dans les grandes compétitions. Donc là, on a effectivement des manques aussi bien offensifs que défensifs. Donc culturellement, la MLS progresse, le foot aux États-Unis progresse. C'est toujours un sport féminin d'ailleurs, enfin chez les petits. Non, c'est 50-50, mais c'est un gros 50% pour les filles. Si on compare à la France, où on avait quelques années 300 000 licenciés sur les 2 millions et quelques, nous, c'est 50-50. Je dirais que la femme est l'avenir du foot aussi bien en Europe, mais ici, elle joue devant des affluences de 15 000, 20 000 personnes. Et l'équipe nationale est bien plus forte entre guillemets que la masculine. Ouais. On est d'accord. Ensuite, je veux revenir sur une chose que vous avez dite. La benchmark pour nous, ça n'a jamais. Enfin, ça a été. On aimerait bien que l'équipe nationale qu'on vienne chatouiller les plus grands, mais il n'y a pas beaucoup de prétendants à gagner la Coupe du Monde. Oui. Donc, on avait d'abord l'objectif de rattraper un peu les pays. Le pays qui est notre plus gros concurrent, c'était le Mexique, et ensuite s'attaquer aux grands. Pour s'attaquer aux grands, ça demande une qualité de joueurs et une quantité de joueurs qui est aujourd'hui pas forcément là, mais on aspire dans les 4-5 ans et on ne sait jamais, la prochaine Coupe du Monde ou celle d'après, rentrer dans le dernier carré.